Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Au sommaire, conférence de presse du chef du gouvernement Ousmane Sonko compte rendre public les résultats des audits commandités sur l'ancien régime et introduire le plan stratégique visant à redresser l'économie du pays. Keur Massar enregistre de lourds dégâts après les fortes pluies d'hier à Kounoune. Le bassin de rétention fait les frais des précipitations et son trop-plein se déverse sur les habitations. Calvaire des étudiants de Tambacounda, les membres de la Grande Amicale se sont réunis pour sensibiliser l'opinion publique sur leur cauchemar qui ne trouve toujours pas de solution. Telles sont les grandes lignes, le développement juste après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Cette édition débute à la primature où le chef du gouvernement a fait face à la presse pour rendre public les résultats des audits commandités sur la gestion de l'ancien régime et pour introduire le plan stratégique visant à redresser et transformer l'économie sénégalaise. Il est également revenu sur les mesures correctives et va présenter le plan d'opérationnalisation de sa vision d'ici 2100 compte le 7 prochain. Dans l'actualité également, de fortes pluies se sont abattues dans Dakar et sa banlieue, causant d'énormes dégâts matériels dans le département de Keur Massar. Plusieurs maisons sont inondées à Kounoune. Le bassin de rétention a récemment cédé, mettant les habitants dans le désarroi total. Je vous propose de suivre les explications de Barthélémy Koli. Le département de Keur Massar est une nouvelle fois frappé par des inondations majeures après de fortes pluies. Les bassins de rétention dans plusieurs quartiers, tels que Lajipate, Santiyala, Djahaï et Kounoune, ont cédé sous la pression des eaux. Ces infrastructures, censées drainer et évacuer les excès vers les marigots, peinent à remplir leur rôle. Même le bassin de Kamibas, épicentre habituel des inondations, n'a pas résisté. Ce dernier devait déverser l'eau dans le marigot de Mbao, mais celui-ci ne fonctionne pas correctement en période de pluie. Le trop-plein d'eau stagne ainsi dans plusieurs quartiers, aggravant la situation. Dans les parcelles assainies, quasiment toutes les unités sont sous les eaux. À El Hadji-Paté, notamment à l'unité 3, le système de drainage défaillant contraint les populations à utiliser des raccoirs pour évacuer l'eau des maisons vers le canal. Le canal situé au rond-point Guigui a même cédé sous la pression de l'eau. Certains bassins de rétention, comme celui de Kounoune, sont mal conçus, avec des capacités insuffisantes pour contenir des eaux pluviales. Ces infrastructures, plus proches de bassins de fortune, ne respectent pas les normes requises, aggravant les inondations dans la zone. Jusqu'à Boune, les bassins débordent et déversent leur trop-plein dans les quartiers environnants. Le manque de déversoirs adéquats dans certaines zones de Keur Massar pousse les habitants à prendre des mesures drastiques, érigant des barricades pour empêcher l'eau d'envahir leurs habitations. Les autorités sont appelées à trouver des solutions pérennes face à ces inondations récurrentes. Le Sénégal commémore le naufrage du bateau Le Joola 22 ans après cette catastrophe maritime. Les souvenirs restent douloureux dans la mémoire collective. Notre correspondante à Ziguinchor, Ginette Badji, a rencontré Malan Badji, président des rescapés de ce naufrage. 26 septembre 2002, dans la nuit, le Sénégal connaît la pire tragédie maritime mondiale, le naufrage du bateau Le Joola. Malam Badji, un des rescapés, déroule le film de cette nuit à jamais gravé dans sa mémoire. Encore une forte pluie, accompagnée d'un vent violent, je dirais un orage, qui a poussé le bateau du côté négatif. Le vent était continental, il est venu du côté droit, pousser le bateau du côté là où il est incliné. Pouf, cela n'a même pas donné l'équipage à redresser le bateau. Le bateau s'est renversé automatiquement. Et là, nous sommes dans l'eau. Avant même que le bateau ne se renverse, le restaurant dans lequel on était, assis à même le sol parce que le bateau était plein à craquer. 22 ans après cette catastrophe maritime, Malan garde toujours les images de la tragédie malgré sa longue marche pour tourner cette page sombre. Tout un chacun voudrait s'agripper sur l'autre pour être sur l'eau. Moi, je me suis
comme je savais nager, moi je me suis enfoncé dans l'eau, je me suis déshabillé comme je suis né et on ne pouvait pas m'attraper. Si on me prend par le cou, je rentre dans l'eau. À un certain moment, j'ai entendu une voix qui me dit « Passez par la droite, vous parviendrez à monter sur la coque ». C'était la voix de Patrice Ovray, le seul Français rescapé. Malan se bat aujourd'hui pour un changement de comportement des Sénégalais. Il lance un appel à l'endroit des nouvelles autorités pour un accompagnement psychologique et financier des victimes. Pénurie d'eau à Fatick, la commune de Diofior, parmi les plus touchées, était à l'école du Code de l'eau pour s'en sortir. Une mission du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été déployée pour aider la commune à mettre en place un cadre de concertation pour la gestion intégrée du liquide précieux. N'est-ce pas, Ndéa Missar? Les habitants du département de Fatick, confrontés à un manque d'eau sans précédent, sont en train de chercher solution à ce problème auquel ils sont confrontés depuis presque 8 ans. Dans l'arrondissement de Fimela, la commune de Diofior est parmi les zones les plus affectées. Cette agglomération de 20 000 habitants éprouve d'énormes difficultés à s'approvisionner correctement en eau. Ce problème qu'on a toujours évoqué pendant la saison sèche, il y a une pénurie énorme d'eau, les gens se lèvent à 4 h du matin. C'est pendant l'hivernage où il n'y a pas le maraîchage que les gens arrivent à avoir de l'eau, peut-être de manière régulière. La mairie a fait appel à la direction de gestion et de planification des ressources en eau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le manque d'eau, nous en avons discuté et des pistes de solutions ont été plus ou moins dégagées. Un exposé sur le code de l'eau a été fait pour partager, sensibiliser, vulgariser quelques aspects du code de l'eau. Creuser des puits ou des mini-forages, les sols alternatifs que les populations avaient, se trouvent dangereux. Toutes les actions qui doivent être faites sur l'eau, surtout l'eau de boisson, doivent être sujets à autorisation ou bien à une demande, si ça fait moins de 5 mètres cubes. Tous les dangers qui sont dans le problème dans l'exploitation de l'eau. Par exemple, ce qu'on fait à Diofior, par exemple, et dans beaucoup de villages, on voit des puits partout dans les maisons et ça c'est un risque parce que les puits sont près des fosses septiques. La mission du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a proposé de mettre en place un cadre de concertation pour une gestion concertée de l'eau. Énième action faite pour mettre fin au calvaire des populations dans le département de Fatick qui peinent à trouver le liquide précieux depuis plus de 7 ans. Réouverture de la gare routière de Thiadiaye, le bras de fer continue entre la mairie et les chauffeurs. Ces transporteurs, depuis leur déguerpissement, ont élu le croisement comme point de stationnement et refusent d'aller à la gare. Pendant ce temps, la mairie, elle, se plaint d'avoir mis une enveloppe de 5 millions de nos francs sur la table pour la réouverture de cette gare. Interpellés, les deux parties se renvoient la balle, nous dit Pape Kairi. Après la réouverture de la gare routière de Thiadiaye, il y a quelques mois et les dispositions prises par les autorités locales et administratives, les chauffeurs n'y entrent plus. Ils préfèrent stationner à leur lieu habituel, une situation qui bloque le fonctionnement de la gare routière. Comme les bus s'arrêtent au croisement et que les clients descendent là-bas, donc les femmes vendeuses ne vont pas rester ici. Elles vont préférer aller là-bas. Le sous-préfet a fait des efforts. Il a même discuté avec eux, les a déguerpis, mais pratiquement, ils sont retournés là-bas. Vraiment, nous demandons de l'aide. Ces chauffeurs, pointés du doigt, rejettent la faute sur la mairie de Thiadiaye qui, selon eux, devait se concerter avec l'ensemble des acteurs de la gare routière. Cela ne nous convient pas et ne convient pas aux clients. Si ça ne dépendait que de nous, on allait construire le garage ici. Et là-bas, on en fait un camp de sapeurs. Ou bien autre chose. La construire ici et dire par force vous allez y aller sans discuter avec les véritables concernés, que chacun donne son avis. Selon les autorités de la mairie, tôt ou tard, ils vont quitter ces lieux et que tous les moyens ont été déployés au niveau de la gare routière afin de les mettre dans de bonnes conditions. On a mis là-bas une valeur de 5 millions pour rénover la piste. En tout cas, tout ce qu'on devait faire, on l'a fait. L'endroit où ils sont, c'est là où le péage va passer. Donc, ils vont tôt ou tard quitter les lieux et qu'ils sachent qu'on ne les a pas déguerpis uniquement par plaisir.
Quelles que soient les conséquences, les autorités de la commune doivent prendre leurs responsabilités afin de mettre un terme à ce bras de fer qui les oppose. Dans l'actualité également, en bref, l'Union des amicales des étudiants de Tambacounda des universités du pays se sont réunis pour égrener leur chapelet de difficultés. Ils déplorent notamment le problème de logement, la codification dans le campus et le taux élevé d'abandon. Et puis dans l'actualité également, visite guidée de la Fondation Hewlett à la radio-télévision communautaire du Sénégal à son siège. La fondation qui a financé ce nouvel organe en collaboration avec l'Union des radios communautaires du Sénégal est venue évaluer les réalisations du programme. Et puis la dite fondation tire un bilan satisfaisant après son tour au siège de l'URAC, nous dit Maïfei. Du conseil d'administration de l'URAC et l'équipe de la RTC qui ont présenté les avancées notables dans l'équipement technique et les formations dispensées aux journalistes, notamment dans le domaine du reportage d'images. Les professionnels des médias ont souligné l'importance des équipements de haute qualité fournis par la Fondation Hewlett aux correspondants régionaux et à la rédaction centrale de Dakar. Machallah, nous sommes tous équipés, que ce soit dans la rédaction centrale, que ce soit les reporters. Les membres de la Fondation ont également pu constater la matérialisation des installations avec des équipements modernes destinés à la radio et à la télévision. La Fondation s'est dite satisfaite des progrès réalisés et des impacts positifs déjà observés au sein des communautés. La délégation de la Fondation Hewlett a exprimé son encouragement envers la RTC et a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir les initiatives communautaires visant à améliorer la vie des populations locales. La collaboration entre la Fondation, l'Union des radios associatives et communautaires et la RTC est perçue comme un levier essentiel pour promouvoir l'information et le bien-être des communautés. Direction Louga, lancement d'un appel à projet pour les entrepreneurs de la région, une annonce de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Aïda Mbodj, ce programme financé par le Fonds global à hauteur de 5 millions de nos francs prévoit d'allouer plus de 5 milliards plutôt, prévoit d'allouer plus de 260 millions de nos francs aux initiatives locales. Aïda Mbodj est avec Mamadou Ndiaïba. À partir de demain 24, nous mettons en place une plateforme où on pourra bénéficier d'un montant, de 268 500 000 qui sera délivré par appel à projet à travers une plateforme. Donc il suffit de souscrire au niveau de la plateforme pour effectivement accéder à ce financement de 268 500 000. Il y a un différé de 3 mois, donc payable sur 15 mois, et je pense que les porteurs de petits projets peuvent se suffire à cela. C'est compte non tenu du nanocrédit qui démarre avec 50 000 francs sur la même plateforme de nano. Et à chaque fois qu'on rembourse, on augmente 25 000 francs, c'est-à-dire 75 000, 100 000, jusqu'à 500 000, jusqu'à 2 millions. Les recouvrements nous posent problème. C'est pourquoi nous avons fait revenir la direction du recouvrement avec un bon staff. Il y aura des gendarmes, nous avons contracté 2 grands ténors du barreau, Maître Bamba Sissé et Maître Alsan Sissé. Mais il y a des agents de recouvrement. Nous avons mis à contribution les ASP. Nous avons des ASP. Même dans les antennes, il y a des ASP. Donc, je pense que nous allons recouvrer. Et je leur avais promis ça lors de ma prise de service. Par nature,
Je n'aime pas que les gens détiennent des dettes alors que d'autres en ont besoin. Restons toujours à Louga, un investissement de plus d'une dizaine de milliards pour relancer la plateforme industrielle textile Pitex. C'est l'annonce faite par le ministre de l'Industrie et du Commerce en visite à l'usine Sotexia ou Sotexa actuelle Pitex. Il a également annoncé la création de 45 zones économiques spéciales pour chaque département du pays. Un reportage signé Mamadou Ndiaïba. Plus d'une dizaine de milliards seront investis à Louga pour relancer la plateforme industrielle du textile Pitex, spécialisée dans la confection de tenues et d'accessoires vestimentaires. Cette annonce a été faite par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui a présidé la cérémonie de réouverture officielle de la plateforme ce mardi. Dans son discours, Serigne Gueye Diop a réaffirmé la volonté de l'État du Sénégal de créer 45 zones économiques spéciales réparties dans les 45 départements du pays. Nous allons mettre plusieurs dizaines de milliards ici à Louga pour faire cette usine le fleuron de l'industrie. Notre objectif, mesdames et messieurs, est de créer la zone économique spéciale de Louga. Comme vous le savez, la politique du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, c'est de créer 45 zones industrielles et agropoles sur l'ensemble du territoire. Pour la mise en œuvre de ce projet économique dans la région de Louga, le ministre a demandé aux autorités administratives de mettre à disposition de l'État des terrains de 50 hectares dans chacune des 3 départements de la région de Louga. Dans la zone industrielle de Louga, Madame le gouverneur, je voulais vous demander, en rapport avec le maire, en rapport avec mes services, de nous aider à mettre en place justement l'assiette foncière. Nous avons besoin d'un minimum de 50 hectares pour faire la zone industrielle de Louga, 50 hectares pour faire la même chose à Kébémer et 50 hectares pour faire la même chose donc, au niveau donc, de Linguère. La Sotesca, qui fut autrefois un acteur clé de l'économie régionale avec environ 4000 emplois, a fermé ses portes au début des années 2000 pour des raisons économiques. Aujourd'hui, grâce au soutien de l'État, cette plateforme pourrait devenir une solution durable sur l'emploi. Et nous arrivons à notre reportage du jour. La cherté de certaines denrées alimentaires au marché de Ndar. Le prix du sac de l'oignon s'élève à 16 500. Celui de la pomme de terre est cédé à 17 000. Cette hausse inquiète les consommateurs ainsi que les vendeurs. Ils demandent aux autorités de prendre les mesures idoines pour soulager les ménages. Un reportage signé Anna Siring Sadio. La cherté et la rareté de l'oignon et de la pomme de terre hantent le sommeil des populations de Saint-Louis. Ces produits sont achetés à 1000 francs le kilogramme et pour les femmes rencontrées au marché Ndar, la situation est très compliquée pour les chefs de famille. Les prix de l'oignon et de la pomme de terre varient entre 800 et 1000 francs CFA le kilogramme. C'est vraiment très dur pour nous, mais on est obligé de les acheter. L'oignon local est devenu introuvable. Il n'y a que des produits importés très chers sur le marché. Cette situation nous dépasse. On a du mal à préparer normalement nos plats. Le kilogramme de la pomme de terre coûte 1000 francs CFA. C'est difficile, mais on n'y peut rien. Il nous arrive même parfois de ne pas assurer les 3 repas. Les commerçants déplorent beaucoup cette hausse et appellent l'État à trouver des solutions pour soulager les clients. Le sac de l'oignon coûte 16 500 francs et celui de la pomme de terre à 17 000 francs. Vous voyez, c'est trop cher. C'est l'État qui doit faire des efforts pour diminuer les tarifs. Son activité est de découper l'oignon pour le revendre, mais la rareté du produit l'oblige à s'adapter aux lois du marché. Certes, l'oignon local est rare actuellement, mais on négocie avec les commerçants rien que pour satisfaire nos clients. Ça peut coûter 600 francs avant le découpage, mais après le découpage, on le vend à 700 francs. À Saint-Louis, les consommateurs sont dans le désarroi à cause de la hausse du prix de l'oignon et de la pomme de terre, produits phares de beaucoup de leurs plats. Ils interpellent les autorités, surtout avec les autres charges qui pèsent sur eux. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur www.uracsénégal.sn. Au revoir.